Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous mensuel, le Café des DG, le rendez-vous mensuel des DG pour tout savoir en 30 minutes sur l'actualité juridique et stratégique des collectivités territoriales. Après avoir parlé de la responsabilité des gestionnaires publics, de la communication en période préélectorale, de la cartographie des risques il y a un mois, nous vous proposons aujourd'hui d'aborder le thème bien préparer le début de mandat avec Simon Moverman. Je vous souhaite un bon café à tous et je laisse la parole à Simon. Bonjour à toutes et à tous, merci d'assister à ce Café des DG. Alors, on va essayer avec Pierre Icrot de passer en revue forcément très succinctement un vaste sujet. Donc, il ne s'agit pas, lors de la présentation, de vous détailler chaque étape et tout ce qui va se passer dans les 100 premiers jours, pour reprendre cette expression, mais plutôt de vous inciter à l'anticiper, ce qui n'est pas toujours simple, passer en revue quelques incontournables, et éventuellement alimenter d'une certaine actualité et des nouveautés de ce scrutin. Et à l'issue de cette première présentation d'un quart d'heure, on pourra tenter de répondre à des questions qui seraient encore présentes. Alors, tout d'abord, en termes de conseils, ce qui n'est pas toujours simple à réaliser quand on est encore dans la gestion du quotidien et cette période de fin de mandat un peu particulière, c'est de prendre le temps. On parle parfois d'un faux plat sur cette période des 3-4 mois avant les élections municipales, où il y a beaucoup de choses à faire et en même temps, les élus sont parfois un peu moins présents puisque sur le terrain ou en campagne. Et donc, ce qu'on vous incite à faire, c'est de ne pas vous y prendre au dernier moment, dans l'entre-deux tours ou la veille du second tour. Ça paraît évident, mais on a tous vécu, Pierre Icrot et moi sommes anciens membres de direction générale, des choses qui sont évidentes et qu'on fait malheureusement au dernier moment, et c'est le meilleur moyen d'oublier quelque chose et lors de la séance d'installation de se retrouver relativement en difficulté. Donc le conseil, et c'est un bon travail à faire en équipe de direction générale, c'est de se consacrer du temps à faire ce qu'on pourrait appeler le tableau de bord des 100 premiers jours. Alors ce tableau de bord, il peut bien sûr reprendre les dispositions législatives et réglementaires obligatoires qu'on retrouve assez facilement et sur lesquelles on va revenir sur certains points. Mais à la limite encore plus important, ce qui relève vraiment de votre collectivité, de votre contexte. Il y a certain nombre de décisions qui ont été mises en suspens dans cette période particulière, et c'est bien logique dans l'attente du nouvel exécutif, et des partenaires, des marchés, des projets urbains. Bref, la vie de la collectivité a parfois été suspendue sur des sujets importants, et il va falloir très vite prendre des décisions sans attendre. Et donc, il vous conseille, pour être prêt, de faire ce travail de recensement, finalement, des décisions qui devront être prises dans les 100 jours par le nouvel exécutif ou par le nouveau conseil qui a été installé, et de le faire collectivement pour être certain de n'avoir pas oublié. Et on insiste là-dessus, c'est un travail de juriste. Bon, c'est l'occasion de mobiliser, bien sûr, votre direction des affaires juridiques sur les aspects réglementaires, mais c'est aussi un travail plus politique, plus stratégique, d'identifier ce qui peut ou ce qui ne peut pas attendre la rentrée quand les choses seront plus installées. Autre temps fort et moment essentiel, c'est la séance d'installation, alors du conseil municipal ou du conseil communautaire. Celle-ci doit être bien sûr préparée. Donc, premièrement, il faut la convoquer. Donc, on peut vous rappeler que c'est bien sûr le maire sortant ou le président sortant qui va la convoquer, avec un délai très important à respecter. Celui-ci est unifié, quelle que soit la taille des communes, sur un délai de 3 jours, en vous rappelant qu'il s'agit vous le savez sans doute, d'un délai de 3 jours francs. Donc, il faut vraiment veiller à ce que ces 3 jours francs, qui commencent donc ces 3 jours entiers, et non pas en ne comptant ni le premier ni le deuxième. Et la convocation doit être faite dans les temps, avec une réunion au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche du dimanche qui a procédé à l'élection, soit au premier tour, soit
au deuxième tour. Donc le maire sortant, c'est des grands classiques, convoque, va installer le conseil municipal et puis va se retirer et laisser la présidence de séance au doyen d'âge, qui va ensuite procéder aux premiers éléments de cette séance d'installation, qui va bien sûr élire le maire ou la maire, selon des candidatures assez souples, avec bien sûr, comme toute nomination, un scrutin à bulletin secret qui doit être respecté. Et on ne va pas rentrer dans le détail de l'élection du maire, néanmoins avec les 2 premiers tours et un éventuel 3e tour. Autre point important dans la foulée, là vous le savez, ce sont des évidences, mais il faut sans doute le rappeler encore, la désignation du nombre d'adjoints, la limite de 30% de l'effectif du conseil, dans cet élément, une nouveauté cette année pour les communes de moins de 1000 habitants, qui vont être concernées par le scrutin de liste. Donc ça, c'est la vraie nouveauté du scrutin 2026 sur l'extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1000 habitants. Et bien sûr, élément important sur la parité femmes-hommes, avec l'obligation d'avoir une parité alternative et non pas par bloc au final, sachant qu'il est possible, bien entendu, que le maire ou la maire et son premier ou sa première adjointe soient du même sexe, la parité alternative, j'allais dire, dans la liste des adjoints, commençant à partir du premier adjoint. Et dans les intercommunalités, on a une spécificité, puisque ce scrutin de liste n'est pas en vigueur et ne permet donc pas une parité dans la désignation des vice-présidents et des vice-présidentes et des membres du bureau, puisqu'il y a des procédures de désignation qui sont distinctes à partir des communes. Voilà, très rapidement brossé l'essentiel de cette séance d'installation. Ce qui est aussi conseillé, c'est très vite de définir les modalités de désignation et d'élection à la CAO, puisqu'il y aura sans doute des marchés en attente, on va dire, qui devront être soumis à la nouvelle CAO, et que ces modalités de désignation et de représentation doivent être délibérer assez rapidement pour pouvoir ensuite élire les membres de la CAO et pouvoir ne pas retarder certains marchés importants. Voilà peut-être sur cette première diapo. Ensuite, dans les incontournables, il va falloir désigner les nouveaux élus dans des commissions et organismes extérieurs de diverses natures. Certains sont soumis à des délais précis. C'est par exemple la question des syndicats mixtes ou des syndicats intercommunaux. Et puis plus globalement, ça permet de dire un mot aussi de la réunion du conseil communautaire qui, tant les syndicats, alors sauf quelques exceptions, mais je ne rentre pas dans le détail, doivent eux s'installer au plus tard le 4e dimanche, soit le 17 avril en cas d'élection de l'ensemble des conseils municipaux de l'intercommunalité, soit le 24 avril 2026, s'il y a eu besoin d'un second tour dans certaines communes. Donc ça se décale. Et puis l'ensemble des commissions, organismes extérieurs. Donc là, c'est typiquement là où le conseil d'en avoir dressé la liste à l'avance avec les échéances est une bonne idée pour pouvoir très vite proposer aux élus ces premières désignations. Très vite, et alors vous avez 6 mois, mais néanmoins le règlement intérieur obligatoire au-delà d'une certaine taille, 1000 habitants, est un élément important. Alors, obligation juridique, puisqu'il faut le faire dans les 6 mois, mais ce qui est important aussi d'avoir, c'est l'enjeu stratégique, puisqu'il va déterminer des choses importantes. On a fait écho à la responsabilité financière des gestionnaires publics, mais notamment l'ensemble des règles sur les conflits d'intérêts peuvent aussi être utilement intégrées dans ce règlement intérieur. Avec, vous le savez aussi, mais on pourrait y revenir, des limites. Ce règlement intérieur, il a des obligations, il a certaines souplesses, mais il ne doit pas trop restreindre, par exemple, le droit de l'opposition, le droit d'amendement, au risque que le juge puisse l'annuler s'il est trop restrictif. Donc là, il y a beaucoup de jurisprudence. Je vous invite aussi à reprendre votre règlement intérieur et voir si certaines dispositions, d'en faire le bilan en vérifiant la jurisprudence pour le faire évoluer sans le rendre, pour le coup, illégal. En termes de formation et d'information des élus en début de mandat, alors l'obligation, c'est lors de la première séance, la lecture de la charte de l'élu local, qui reprend un certain nombre de dispositions
déontologique et d'obligation des élus, mais cette lecture, clairement, ne suffit pas. Donc, on vous conseille d'ores et déjà d'essayer d'anticiper sur la formation et l'information des élus en début de mandat, sur des questions déontologiques, de probité, mais plus globalement, il est souvent utile de leur donner les grandes règles du jeu plutôt que de devoir les rappeler un peu trop tard quand des boulettes ont pu être faites. Donc la loi, ça me permet de faire un lien sur la loi en cours de discussion, la proposition de loi sur le statut de l'élu local, qui prévoit, non, ce n'est pas une obligation, mais cette formation des élus. Cette loi évoque aussi un certain nombre de changements qu'il va vous falloir intégrer en début de mandat, que ce soit sur les indemnités d'élus qui doivent être statuées dans les 3 mois, donc avec une augmentation d'un certain nombre d'indemnités d'élus, et puis d'autres dispositions qui vont faciliter le statut de l'élu local, que ce soit sur les autorisations d'absence, que ce soit sur le conflit d'intérêts public-public, notamment, qui n'est pas encore voté, mais elle trouvera vraisemblablement à s'appliquer, puisque c'est une loi transpartisane, lors du début des prochains mandats que vous aurez à animer comme directeur général. Alors, je te coupe du coup, Simon. On a une question de Julia qui nous demande comment sont arrondis les 30%, par exemple avec 33 conseillers. Est-ce qu'on arrondit à 9 ou à 10 adjoints? Alors, l'article L2122.2 du Code général des collectivités dispose que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Ce qui veut dire que dans l'exemple pris, on arrondit à 9 et non pas à 10, puisque 33 fois 30% égale 9,9, certes, mais arrondir à 10 excéderait les 30%, et donc du coup ne serait pas légal. Donc voilà pour la réponse à cette première question, et je te laisse poursuivre, Simon. Voilà, je vois, on va laisser de la place aux questions. Voilà les principales choses. Donc, surveillez cette loi dite Gatel à l'origine, puisqu'elle trouvera à s'appliquer. Là aussi, c'est un bon enjeu d'anticipation pour que vous ayez en tête les évolutions que vous aurez à appliquer à partir du mois de mars et du prochain scrutin. Il y a aussi, oui, sur les conflits d'intérêts public-public, des évolutions qui sont en germe dans cette proposition de loi. Enfin, sujet très important, les délégations de pouvoir de différentes natures. Alors, tout d'abord, les délégations de pouvoir du conseil municipal au maire. Alors, ce n'est pas une obligation. En théorie, le conseil municipal n'est pas tenu de déléguer un certain nombre de ses pouvoirs au maire, mais c'est une pratique bien pratique et bien usuelle, mais il y a une rédaction à ne pas négliger. En effet, certains conseils, certains mairies font une sorte de copier-coller des articles du Code général des collectivités territoriales, et clairement, ce n'est pas une bonne idée. L'article L221-22 du CGCT, bien connu des praticiens et des élus, prévoit un certain nombre de précisions à apporter. Donc, si vous faites simplement un copier-coller, vous risquez une annulation, une inégalité de cette délibération qui est pourtant centrale, puisque par cascade, elle risque de rendre un certain nombre d'actes pris par votre maire ou l'autorité territoriale illégaux par incompétence. Et donc, il faut vraiment préciser. Alors, il est possible que cette délégation au maire soit extrêmement large, mais il faut le préciser, par exemple en disant en tout domaine. Mais il est aussi possible de fixer des limites d'argent, de montants, de différentes matières, et notamment on peut insister aussi sur l'autorisation d'ester en justice, où il y a parfois des avocats de la partie adverse qui font clairement regarder la manière dont cette délégation est rédigée, et il convient d'être extrêmement précis et attentif dans cette rédaction, et surtout éviter le copier-coller. Ensuite, les délégations de fonctions aux membres de l'exécutif, notamment aux adjoints ou aux vice-présidents, qui là aussi
doivent être bien pensées et assez précises. Un maire ou un président ne peut pas déléguer l'ensemble de ses fonctions. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans la répartition des délégations de fonctions et les arrêtés de délégation qui sont pris, cette fois-ci, bien sûr, par le maire ou par le président à ses adjoints ou vice-présidents. Et enfin, pour finir sur cette partie, les délégations de signature à l'administration. Alors, pourquoi la croisée de plusieurs enjeux ? Il nous semble, et l'expérience qu'on peut avoir sur des cartographies des risques que nous sommes amenés à faire en lien avec certaines collectivités, montre que c'est un sujet souvent qui a été repris par une certaine habitude du passé, on les toilette, on les revoit, etc. Il nous semble que, notamment en lien avec cet enjeu de responsabilité financière et avec une infraction qui peut être quasiment automatique puisqu'elle ne dépend pas du montant ou de la gravité sur le fait de prendre un engagement sans en avoir le pouvoir, que ces arrêtés de délégation de signature à l'administration, alors d'abord au DGS, DGA et puis aux chefs de service, chefs de bureau, etc., doivent être réfléchis collectivement avec plusieurs scénarios à proposer à l'exécutif. Puisqu'il y a un enjeu juridique, ça a été dit, mais aussi un enjeu managérial, puisque ça donne une tonalité sur la manière dont finalement le rapport entre la direction générale et l'exécutif se feront. Il est bien sûr le cadre temporel de ce café des DG ne permet pas de rentrer dans des différents scénarios, mais je voudrais juste vous signaler, pour finir sur cette partie, une jurisprudence récente de la Chambre du contentieux de la Cour des comptes, qui a condamné un DGS qui avait finalement continué à signer un certain nombre de marchés, pensant en avoir délégation, puisque, et ça paraît logique en termes de bon sens, le maire n'avait pas changé, lui n'avait pas changé, mais son arrêté de délégation de signature n'avait pas été repris. Donc, quand bien même vous avez votre même maire et vous êtes le même DGS, il est indispensable de reprendre ces arrêtés de délégation de signature qui sont caducs dès la fin du mandat du maire. Et donc, vous n'avez plus de délégation. Et dans les premiers jours, surtout, ne faites pas l'erreur de continuer à signer sur la base de votre ancien arrêté de délégation de signature. Il faut vraiment repartir à zéro. Ça peut être les mêmes choses, mais systématiquement tout refaire signer pour vous redonner cette capacité de signer. Voilà, rapidement balayer quelques incontournables pour aussi laisser passer le temps pour éventuellement des questions et des débats. Alors, il y a des questions, effectivement. Une première question, je vais te laisser y réfléchir et je vais moi répondre à une autre question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur le délai, le détail du délai des 3 jours francs à partir d'une hypothèse d'une élection au soir du 22 mars 2026 ? Donc, est-ce que tu pourras repréciser, Simon ? En attendant, je vais revenir sur une autre question qui est de l'obligation de délibérer sur le règlement intérieur. Alors, il faut savoir que sur le règlement intérieur, il y a un délai impératif de 6 mois dans lequel il faut délibérer à nouveau, que cette obligation a été étendue aux communes de 1000 à 3500 habitants par la loi NOTRe du 7 août 2015, et donc qui s'applique donc dès le renouvellement des conseils municipaux de 2020. Et que pour les communes de moins de 1000 habitants, l'établissement du règlement intérieur reste facultatif. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 6 mois à compter de la nouvelle élection, même si le caractère de cette obligation reste incitatif, on peut considérer que sa méconnaissance ne rend pas le règlement intérieur nul, mais en tout cas, il y a cette obligation qui est inscrite dans le Code général des collectivités de redélibérer. Quand bien même le règlement intérieur serait identique, il faut effectivement le soumettre à une nouvelle délibération. Alors peut-être les précisions, Simon, sur revenir sur les 3 jours francs. Donc, l'article L2121-7 du CGCT indique que la première réunion se tient de plein droit, au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le jour de scrutin. Ça veut dire que si vous souhaitez réunir votre conseil dès le vendredi, ce qui est court pour le coup, vous avez 3 jours francs. Le troisième jour, donc si on est le vendredi, dans la journée, ça commence donc le jeudi soir à minuit. Donc, vous avez impérativement le jeudi, le mercredi,
le mardi, qui sont les 3 jours francs qui vous permettent d'être dans la loi. Ça veut dire qu'il faut faire partir votre convocation le lundi pour avoir les 3 jours francs si vous voulez une réunion le vendredi. Et donc le mardi, si c'est une réunion le samedi, et le mercredi, c'est une réunion le dimanche. Voilà dans quoi vous êtes encadré pour avoir au moins vos 3 jours francs. Alors, je comprends que ce format webinaire ne nous permet pas d'entrer dans les détails. Existe-t-il un document plus détaillé sur les actes à prendre dans les 100 premiers jours? Alors, sur cette question, elle est très large parce que dans les actes à prendre, il y a ceux qu'on a essayé de lister et dégrainer. Vous avez aussi tous les sujets qui sont propres à votre collectivité et qui dépendent de votre actualité. Je pense par exemple au renouvellement de marché public, de DSP. On a des calendriers qui ont été soit préparés très longtemps à l'avance, de manière à ce que les assemblées sortantes ou les exécutifs sortants n'aient pas à prendre des décisions qui engagent la collectivité, notamment financièrement, sur de nombreuses années. Ça, bien évidemment, il vous appartient dans votre calendrier de définir ces éléments. Donc, voilà, il n'y a pas forcément de liste qui s'impose à toutes les collectivités, surtout toutes les mesures à prendre dans les 100 jours qui suivent les élections. Après, il y a un guide qui est plutôt bien fait sur l'ensemble des obligations des collectivités donc, il y a plusieurs guides qui existent. Et puis après, il faut se référer tout simplement au Code général des collectivités territoriales pour reprendre l'ensemble de ces obligations. Il y a une question sur les syndicats mixtes, les différents syndicats, en effet, avec parfois des difficultés et un calendrier qui va varier. Donc, il est possible de faire plus tôt. Et parfois, un collègue indique qu'il est parfois impossible notamment pour les syndicats mixtes fermés, pour que les délégations. Donc, j'allais dire, il y a à l'impossible, nul n'est tenu, hein, il y a une formalité impossible. Si vous ne pouvez pas avoir vos désignations, je crois qu'il y a des juges qui ont considéré que, en effet, à l'impossible, nul n'est tenu. Il faut faire au plus tôt. Mais si vous n'avez pas vos délégués, vous ne pourrez difficilement faire votre réunion. Donc là aussi, c'est au cas par cas. Et vous êtes dépendant des désignations. Voilà. Il y a une question sur les arrêtés de délégation de signature et le fait de savoir si un agent contractuel directeur général pouvait avoir une délégation de signature. Donc oui, il faut reprendre l'article L2122-19 du CGCT qui dispose que le maire peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité par arrêté délégation de signature au DGS et au directeur général adjoint des services de mairie ainsi qu'aux responsables de services communaux. Donc il n'y a pas de restriction liée au statut de l'agent. Si vous faites référence à l'arrêt Alpexpo, le premier arrêt de la Cour des comptes sur la signature sans en avoir le pouvoir, il s'agissait d'un manager de transition qui n'avait pas délégation de signature, et certes était contractuel, mais n'avait pas délégation de signature. Et ce qui a été sanctionné, c'est l'absence de délégation de signature et non pas le statut contractuel de l'agent. Et c'est vrai, ce n'est pas vrai que pour les DGS contractuels, hein, un agent contractuel, dès lors qu'il est responsable de service, il y a une réponse ministérielle qui étend même à certains chargés de mission. Donc il faut être prudent quand même, dès lors qu'il y a une autonomie de décision. Mais ça peut être aussi des contractuels et pas uniquement des DG hein, sur les délégations de signature. Alors, que pensez-vous de l'usage de la présence, surveillance du DG au bureau de vote, alors qu'aucun texte ne l'oblige? Alors, ce que je comprends, c'est que effectivement, le DG peut être amené à participer au bureau de vote. Ce n'est pas inintéressant pour s'assurer qu'aucune infraction, ou en tout cas les pratiques soient conformes à l'ensemble des textes. Donc, effectivement, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas prévu, mais pour s'assurer de la bonne tenue du vote, ce n'est pas inintéressant que le DG puisse y participer, bien que ce soit ni prévu ni obligatoire. Donc là, c'est plutôt une faculté.
Alors, nous sommes 2 agents, je suis la DGS et il y a un agent d'accueil. Pouvons avoir toutes les deux une délégation de signature pour l'état civil notamment. Alors, les arrêtés de délégation de signature, il faut absolument que vous envisagiez des délégations qui prévoient par exception les délégations de l'un ou de l'autre, donc qui définissent la responsabilité de qui signe à quel moment, et en cas d'empêchement, prévoir qui a la délégation de signature en cas d'empêchement, par exemple, du DGS ou du secrétaire général. Donc, il faut que les arrêtés de délégation de signature soient suffisamment précis et qu'ils ne soient pas identiques pour les différents agents de la collectivité. Et encore une fois, qu'en cas d'empêchement du DG, par exemple, il puisse prévoir qu'une autre personne signe à sa place, mais ce n'est pas tout le monde en même temps et dans tous les domaines. Donc là, il faut effectivement avoir une lecture assez fine de vos arrêtés de délégation de signature. Il y a une question sur les postes, entre guillemets, de conseillers municipaux délégués. Donc, rappel, il est possible d'avoir une délégation des conseillers municipaux dès lors que l'ensemble des adjoints sont au moins titulaires d'une délégation. Donc, il ne s'agit pas de faire passer avant. Et ce, même si le nombre d'adjoints est inférieur au nombre autorisé, les 30% dont on a parlé, et ça fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, et les attributions, les délégations, les matières sont prises par arrêté du maire. Alors, toujours pour revenir sur le règlement intérieur, on me demande si le règlement précédent s'applique dans l'attente du nouveau. Oui, effectivement, il y a cette période de transition dans laquelle effectivement le règlement s'applique. On a une demande également sur, en tout cas une remarque. Il y a aussi la délibération relative aux indemnités du maire et des adjoints à prendre. Oui, effectivement, c'est quelque chose auquel il faut penser et aussi arbitrer avec les nouveaux élus, puisque selon la volonté des élus et dans un cadre effectivement bien précis, le montant des indemnités peut tout à fait être ajusté après les élections. Il y a une question sur le vote du BP après les élections. Peut-on avoir le jour N le vote du BP et le lendemain celui du CCS? Je ne vois pas ce qui pourrait poser de problème majeur dans cet enchaînement. Encore faut-il constituer le CCS, qui n'est pas simple, puisqu'il faut prévoir des personnalités extérieures, des représentants d'associations. Donc là aussi, c'est une expérience, il faut l'anticiper. Dans certains contextes, il est assez difficile d'avoir parfois des candidats, donc, et ça peut retarder la mise en place du CCS. Donc, bonne anticipation aussi sur cette constitution paritaire où il faut avoir des élus, mais aussi parfois des associatifs, et c'est quelque chose à anticiper. Alors, on nous pose la question également des décisions municipales prises en début d'année 2026. Doit-on prendre toutes les décisions municipales sur la base de la nouvelle délégation du conseil municipal au maire? Je pense à la fixation des tarifs, par exemple. Alors, sur ce point, si je comprends bien la question, j'aurais tendance à dire que effectivement, les décisions qui ont été prises, même sur début 2026, sont maintenues jusqu'à modification. Et s'il y a des nouvelles délégations qui sont confiées du conseil municipal au maire, il pourra ensuite prendre des décisions sur la base de ces nouvelles délégations, mais les précédentes tiennent jusqu'à cette modification. Voilà, je ne sais pas si tu comprends les choses comme moi, Simon, sur cette question-là, mais c'est la manière dont j'aurais tendance à répondre. On a une question nouvelle question sur les conseillers délégués. Alors, les conseillers délégués ne comptent pas dans les adjoints 30%, puisque vous pouvez avoir saturé, j'allais dire, votre droit aux adjoints, aux 30%, et avoir des conseillers délégués supplémentaires. C'est souvent aussi l'intérêt. Et vous pouvez aussi avoir des conseillers délégués, quand bien même vous n'avez pas atteint le niveau maximal. L'important, étant que tous les adjoints aient bien une délégation avant de pouvoir élire et donc donner délégation aux conseillers délégués.
Bon, on va arriver au bout de ce café des DG. On pourrait y passer la matinée tellement, voire la journée, tellement le nombre de questions peut être important sur ces questions de renouvellement. Merci à tous pour votre participation et puis très active avec toutes les questions que vous avez pu nous poser. Merci de votre fidélité. On se retrouve début janvier pour un prochain café des DG qui sera dédié aux collectivités territoriales et aux opérations de restauration immobilière, ou comment redynamiser vos centres-villes en rénovant et en restaurant vos anciens bâtiments au sein de vos collectivités. Merci à tous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et merci encore à VK d'avoir organisé ce nouveau Café des DG en partenariat avec Rivière Avocats Associés. À bientôt. Au revoir et bon courage à tous et à toutes.